La rivière murmurait quelque chose, dans une langue que seul le vent et les pierres pouvaient comprendre. Améla était assise sur un rocher plat au bord de l'eau, ses pieds nus effleurant le courant frais, et ses yeux suivaient les cercles à la surface. Les cercles s'élargissaient à partir d'une feuille tombée, lentement, régulièrement, comme si l'eau elle-même respirait. Grand-mère Nima disait que les esprits parlaient à tous, mais que seuls ceux qui avaient appris à écouter le silence pouvaient les entendre. Améla écoutait depuis aussi loin qu'elle se souvienne. Au début, ce n'était que des sensations, une chaleur dans la poitrine quand elle empruntait le bon sentier, ou un frisson sur la nuque quand quelque chose n'allait pas. Puis elle avait commencé à remarquer des signes. Une plume de faucon sur le seuil du tipi avant une rencontre importante. Une trace de loup là où personne ne passait. Le reflet de la lune dans l'eau alors que la lune n'était pas encore dans le ciel. Aujourd'hui, l'eau lui avait montré quelque chose de nouveau. Les cercles à la surface ne disparaissaient pas. Ils se multipliaient, s'élargissaient toujours plus, s'entrelaçaient les uns aux autres et soudain se figèrent. Dans cette immobilité, Améla vit un motif qui ressemblait aux racines entrelacées d'un vieil arbre, ou à deux paumes jointes ensemble. Son cœur fit un bond. Elle connaissait ce signe. Grand-mère Nima le lui avait montré dans le sable en lui racontant la prophétie. Ton destin est entrelacé avec celui de celui qui apportera une grande force à la tribu. Tu le reconnaîtras à ses actes, non à ses paroles. Et quand tu le reconnaîtras, ton choix deviendra le choix de tout le peuple. Améla passa la main sur l'eau, et les cercles se dispersèrent, disparurent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle soupira, se leva du rocher et retourna vers le campement. L'herbe sous ses pieds était chaude du soleil. L'air sentait l'armoise et la fumée des feux. Au loin, on entendait les voix d'enfants. Ils jouaient près des tipis, se poursuivant avec des bâtons et des rires. Le campement s'étendait dans une dépression, protégée du vent par des collines couvertes de pins. Les tipis formaient un cercle, leur sommet s'élevant vers le ciel, et sur les parois de cuir étaient peints des symboles: bison, aigle, soleil et lune. Près de chaque habitation brûlait un petit feu. Au-dessus de certains fumaient des marmites, dans d'autres grillaient de la viande. Les femmes étaient assises en groupe, occupées à tanner des pots ou à tresser des paniers. Les hommes réparaient leurs armes, préparaient leur équipement de chasse, conversaient à voix basse en se passant la pipe. Améla marchait entre les tipis, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle n'aimait pas qu'on la regarde avec attente. Et on la regardait de plus en plus souvent. Elle avait eu 18 printemps, et la tribu savait. Bientôt, elle choisirait celui qui deviendrait son mari. Et ce choix serait important non seulement pour elle. « Améla !» l'appela la vieille Nima en sortant la tête de son tipi. « Viens ici, aide-moi avec les herbes. » Améla se dirigea vers l'habitation de sa grand-mère. À l'intérieur, ça sentait les plantes séchées, la fumée et quelque chose d'amer. Sans doute Nima préparait-elle à nouveau une infusion pour les articulations douloureuses. La vieille femme était assise près du foyer, triant des bottes d'herbe suspendues aux perches sous le dôme du tipi. « Tu étais à la rivière ?» dit Nima, sans même lever les yeux. Ce n'était pas une question. « Oui. » Améla s'accroupit à côté d'elle, prit une botte de sauge et commença à trier les tiges, séparant les sèches des fraîches. « Et qu'est-ce que la rivière t'a montré ?» Améla hésita. Grand-mère savait toujours quand les esprits lui parlaient. Parfois, il semblait que Nima voyait à travers elle, comme à travers une eau transparente. « Des cercles entrelacés, » dit doucement Améla. « Comme deux destins réunis. » Nima hocha la tête, son visage ridé restant calme. « Les esprits te rappellent la prophétie. Bientôt tu devras faire un choix. »« Mais je ne sais pas qui il est. » Améla serra les tiges de sauge dans ses mains.
Tout le monde dit que ce sera un grand chasseur, l'un de ceux qui rapportent beaucoup de gibier à la tribu, qui se sont illustrés dans les combats contre les étrangers, mais je ne ressens rien quand je les vois. » Nima leva les yeux, sombres, profonds, emplis d'une sagesse ancienne. « Et quand ressens-tu quelque chose ?» Ameila détourna le regard. Ses joues s'échauffèrent. Elle connaissait la réponse, mais elle avait peur de la prononcer à voix haute. « Ne te presse pas de me répondre, » dit doucement Nima. « Presse-toi de te répondre à toi-même. Les esprits ne trompent pas, Ameila. Mais les gens entendent souvent ce qu'ils veulent entendre, et non ce que disent les esprits. » Elle retourna aux herbes, et la conversation prit fin. Ameila l'aida encore quelque temps, puis sortit du tipi et se dirigea vers le bord du campement, où Thalis travaillait sous un abri de branches de pin. Ses pieds la portaient là d'eux-mêmes. Chaque fois qu'elle essayait de se l'expliquer, les mots s'embrouillaient, les pensées s'éparpillaient. Mais son corps savait où aller. Son cœur le savait. Thalis était assis sur un banc bas, penché sur un long bâton de frêne. Ses mains bougeaient lentement, avec assurance. Il taillait le bois, lui donnant forme. Les copeaux tombaient à ses pieds en fines spirales. Ça sentait le bois frais et le cuir. À côté gisaient des arcs terminés, chacun une œuvre d'art. Thalis ne fabriquait pas simplement des armes. Il mettait quelque chose de lui-même dans chaque arc. Une courbure parfaite pour la main du propriétaire, un motif sur la poignée, une solidité qui ne faiblissait pas, même dans le froid le plus intense. Il leva la tête en entendant ses pas et sourit. Ce sourire était discret, sans mots superflus, mais il répandait quelque chose de chaud dans la poitrine d'Ameila. « Tu es encore venu regarder comment je travaille ?» demanda-t-il, en posant son couteau. Sa voix était douce, légèrement rauque, comme s'il avait l'habitude de se taire plus que de parler. « J'aime regarder, » admit Ameila, en s'asseyant dans l'herbe près de l'abri. « Tu fais ça si calmement, comme si l'arc existait déjà à l'intérieur du bois, et que tu l'aidais simplement à en sortir. » Thalis eut un sourire en coin et reprit le bâton dans ses mains. « Ma mère disait la même chose. Elle était maître dans l'art du tressage de paniers. Elle répétait toujours « Ne force pas le matériau à faire ce qu'il ne veut pas. Écoute-le, et il te dira lui-même quelle forme prendre. » Ameila regardait ses mains. Elles étaient fortes, avec des cales sur les paumes, mais les doigts se déplaçaient avec une tendresse surprenante. Thalis était grand, mais pas massif comme les chasseurs. Son corps était souple, nerveux, sans lourdeur superflue. Il tressait ses cheveux en une seule natte, ornée seulement de 2 petites plumes de jais, sobrement, pas comme les guerriers qui portaient des plumes d'aigle et des coquillages. « As-tu jamais voulu devenir chasseur ?» demanda-t-elle, sans savoir elle-même pourquoi. Thalis passa lentement le couteau sur le bois, enleva une fine bande d'écorce. « Quand j'étais petit, bien sûr que je le voulais. Tous les garçons le veulent. Mais ensuite, j'ai compris que je préférais créer plutôt que détruire. La chasse est une nécessité. Sans elle, la tribu ne survivrait pas. Mais moi, c'est autre chose qui me plaît. Fabriquer un arc qui servira un chasseur pendant 10 hivers. Tendre la corde de façon à ce que la flèche vole avec précision, comme une pensée. C'est important aussi, simplement d'une autre manière. » Ameila hocha la tête. Elle comprenait. Mais elle savait que beaucoup dans la tribu ne pensaient pas ainsi. Thalis était respecté pour son savoir-faire, mais pas vénéré comme les chasseurs. Il n'apportait pas de viande, ne participait pas aux raids sur les terres étrangères, ne racontait pas d'histoires de bataille autour du feu nocturne. On le disait doux, silencieux, parfois avec un sourire narquois, homme de femme. Ameila entendait ces mots et chaque fois sentait quelque chose de brûlant et de furieux bouillonner en elle. Il ne voyait pas ce qu'elle voyait. Thalis était fort. Simplement, sa force était différente. Pas criarde,
n'exigeant pas l'admiration. Elle était profonde, comme les racines d'un vieil arbre, fiable, comme la pierre sous les pieds, paisible, comme une rivière qui coule depuis des siècles et ne tarit pas. « Améla » l'appela-t-il doucement, et elle tressaillit, réalisant qu'elle était restée trop longtemps silencieuse à le regarder. « Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. » « À quoi pensais-tu » Elle voulait dire la vérité. Elle voulait dire au fait que quand je suis près de toi, le monde entier devient plus silencieux et plus clair. Au fait que les esprits se taisent, parce qu'avec toi je n'ai pas besoin de leurs conseils. Au fait que je ne sais pas comment te choisir, quand tous attendent que j'en choisisse un autre. Mais à la place, elle sourit simplement et dit « Aux arcs, à la façon dont tu les fabriques. » Thalys la regarda d'un regard long et attentif. Quelque chose passa dans ses yeux, de la compréhension peut-être, ou de l'espoir. Mais il ne dit rien, se contenta de hocher la tête et se pencha à nouveau sur son travail. Ils restèrent assis en silence, et Améla écoutait le couteau glisser sur le bois, le vent bruire dans les pins au-dessus de l'auvent, les enfants crier au loin. C'était ce silence même dans lequel on peut entendre les esprits. Mais les esprits se taisaient. Ou peut-être avait-il déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Quand le soleil commença à décliner vers l'horizon, Améla se leva. « Je dois y aller, grand-mère m'attend. »« Reviens, » dit Thalys sans lever la tête. « C'est agréable quand tu es là. » Son cœur se serra et en même temps se remplit de quelque chose de lumineux. Elle hocha la tête, bien qu'il ne le vît pas, et s'en alla. Et le soir, quand la tribu se rassembla autour du grand feu, elle le vit. Caïov, le chasseur en chef, le favori de toutes les filles et la fierté des anciens. Il était assis au centre du cercle, racontant la chasse du jour, et sa voix résonnait avec assurance, forte, emplissant l'espace. Caïov était beau, grand, large d'épaules, avec un port de tête fier, une cicatrice sur la joue, vestige d'un combat avec un puma. Il portait un collier de griffes d'ours et des plumes d'aigle dans les cheveux. Quand il riait, tous riaient avec lui. Quand il parlait, tous écoutaient. Et quand son regard glissa sur le cercle et s'arrêta sur Améla, elle vit dans ses yeux un intérêt manifeste. Tous le virent. Les anciens échangèrent des regards, hochant la tête avec approbation. Les filles chuchotèrent. Nima, assise à côté d'Améla, ne dit rien, mais sa main se posa sur l'épaule de sa petite fille, chaleureusement et calmement. Améla regardait Caïov et ne ressentait rien. Ni frisson, ni chaleur, ni cette étrange paix qui l'envahissait près de Thalys. Seulement le vide. Et la peur de ce que tous attendaient d'elle, ce qu'elle ne pouvait donner. Et au bord du cercle, dans l'ombre, était assis Thalys. Il ne regardait pas le feu, n'écoutait pas le récit de Caïov. Ses mains manipulaient lentement la corde de l'arc, vérifiant la solidité des nœuds. Et quand Améla croisa son regard par hasard, il sourit à peine. De ce sourire silencieux qui bouleversait tout en elle. Et Améla comprit. Les esprits lui avaient déjà donné leur réponse. Simplement, elle avait peur de l'entendre. Thalys se réveilla avant l'aube, comme toujours. Dans le tipi, il faisait calme et frais. Les braises du foyer s'étaient éteintes depuis longtemps, ne laissant qu'une faible odeur de fumée. Il était allongé sur sa peau de couchage, regardant l'obscurité sous le dôme de l'habitation, et pensait à elle. C'était devenu une habitude, se réveiller avec des pensées pour Améla. Comme si elle vivait quelque part à la frontière du rêve et de la réalité, et qu'il suffisait d'ouvrir les yeux pour que son image se dessine dans sa conscience, nette et vive. Il la voyait telle qu'elle était hier près de son auvent, assise dans l'herbe, les jambes repliées sous elle,
les bras entourant ses genoux. Ses cheveux étaient longs, noirs comme une aile de corbeau, et brillaient au soleil, à tel point qu'on avait envie de passer la paume dessus pour comprendre si cet éclat était réel ou simplement un jeu de lumière. Elle les tressait en 2 nattes, les ornant de petits coquillages et de perles d'os blanc. Mais quelques mèches s'échappaient toujours, tombant sur son visage, et elle les rejetait d'un léger mouvement de tête. Ce mouvement, il aurait pu le reconnaître entre 1000 autres. Le visage d'Améla était fin, avec des pommettes hautes et un nez droit. Sa peau, couleur de miel, lisse comme un galet de rivière poli par l'eau. Mais ce que Thalys aimait le plus, c'était ses yeux. Ils étaient sombres, presque noirs. Mais en eux vivait toujours une lumière, pas vive, pas criarde, mais profonde, venant de quelque part à l'intérieur. Quand elle le regardait, il semblait qu'elle voyait non seulement le visage, mais aussi ce qui se trouvait derrière. Cela effrayait et attirait à la fois. Améla était petite, d'apparence fragile, mais Thalys savait que cette fragilité était trompeuse. Il l'avait vue aider sa grand-mère à cueillir des herbes dans les montagnes, gravir des sentiers escarpés sans s'essouffler, porter de lourds ballots sur ses épaules. Dans son corps résidait une grâce particulière. Ses mouvements coulaient comme l'eau, sans brusquerie, sans effort. Quand elle marchait, on aurait dit que la terre elle-même la portait. Il se souvenait l'avoir vue une fois au bord de la rivière. Elle se tenait dans l'eau jusqu'aux genoux, vêtue d'une simple robe de peau de cerf, ornée de franges et de broderies en piquant de porc-épic. L'eau coulait autour de ses jambes. La robe collait à son corps, dessinant ses courbes. Et Thalys avait détourné le regard, sentant qu'il n'avait pas le droit de regarder. Mais l'image était restée dans sa mémoire, nette comme une gravure sur pierre. Maintenant, allongé dans l'obscurité de son tipi, il sourit de lui-même. Quel idiot il faisait. Améla, fille des esprits, gardienne des signes, celle à qui il était destiné de choisir un grand guerrier. Et lui, rien qu'un artisan qui rabotait le bois et tressait des cordes d'arc. Silencieux, doux, sans gloire ni à la chasse, ni au combat. Il se leva de sa peau, jeta sur ses épaules une chemise de cuir et sortit du tipi. Le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, gris, avec des stries rosées. L'air était humide et froid, sentait la rosée et la résine. Le campement dormait encore. Seul au loin, un chien jappa, et de la fumée s'élevait de l'ouverture dans le toit du tipi de l'ancien. Thalys se dirigea vers son auvent. Le travail avait toujours aidé à calmer ses pensées, à ramener la clarté à son esprit. Il prit l'arc inachevé, s'assit sur le banc, sortit son couteau. Ses mains savaient d'elles-mêmes quoi faire. Le bois était docile, chaud sous ses doigts. Il travaillait lentement, pensivement, écoutant le grincement de la lame, la chute des copeaux. Le soleil monta plus haut, et le campement s'anima. Les femmes rallumèrent les feux, les enfants sortirent en courant des tipis, les hommes se rassemblèrent en groupe, discutant des projets du jour. Cayof et plusieurs chasseurs se préparaient à partir. Ils allaient vérifier les pièges à cerfs dans le canyon nord. Thalys voyait Cayof serrer les courroies de son carquois, ajuster les plumes dans ses cheveux, rire à une plaisanterie. Sa voix était forte, assurée. Il se déplaçait comme si l'espace autour de lui appartenait de droit. Et quand il passa devant l'auvent de Thalys, il jeta un regard négligent sur l'arc dans ses mains. « Bon travail, artisan, » dit-il. Et dans sa voix, il n'y avait ni moquerie, ni respect. Juste un constat. « Bientôt j'aurai besoin d'un nouvel arc. L'ancien commence à perdre son élasticité. »« Viens quand tu reviendras de la chasse, » répondit Thalys d'un ton égal. « Je choisirai le bois. » Cayof hocha la tête et continua son chemin, vers la sortie du campement, où les autres chasseurs l'attendaient déjà. Thalys le regarda s'éloigner,
et pensa que Caïophe était exactement tel que devait être l'élu d'Amaïla, selon la prophétie. Grand chasseur, fort, beau, glorieux. Et à cette pensée, quelque chose se serra à l'intérieur. Une douleur sourde et silencieuse. Thalys, il tressaillit et se retourna. Amaïla se tenait à quelques pas de l'auvent, tenant dans ses mains une cruche d'argile. Elle portait une robe claire, brodée de motifs de perles et de coquillages, ses cheveux tressés en natte, au cou, un collier de turquoise. Le soleil du matin éclairait son visage. Et Thalys oublia un instant comment respirer. « J'ai apporté de l'eau, dit-elle, montrant la cruche. J'ai pensé que tu aurais besoin d'humidifier le bois avant de le courber. » Il cligna des yeux, reprenant ses esprits. « Merci. Tu as raison. J'allais justement chercher de l'eau. » Elle posa la cruche près de l'auvent, mais ne partit pas. Elle restait là, se balançant d'un pied sur l'autre, et Thalys comprit qu'elle voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. « Tu veux t'asseoir ?» proposa-t-il, désignant l'herbe près du banc. Améla hocha la tête et s'assit par terre, repliant ses jambes sous elle. Thalys continua à travailler, mais ses mains devinrent soudain maladroites. Le couteau glissait mal. « Thalys, » dit-elle enfin, regardant ses mains posées sur ses genoux. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Elle resta silencieuse un moment, cherchant ses mots. « As-tu déjà eu le sentiment que tout le monde attendait de toi quelque chose que tu ne pouvais pas donner? Ou que tu ne voulais pas donner, parce qu'au fond, tu savais que ce n'était pas juste ?» Thalys posa son couteau. Il la regarda. Elle ne levait toujours pas les yeux, mais la tension dans ses épaules montrait à quel point cette question comptait pour elle. « Je l'ai ressenti, » répondit-il doucement. « Quand mon père est mort, les anciens ont dit que je devais devenir chasseur, pour suivre son chemin. Mon père était un bon chasseur, respecté, et tous attendaient que je sois comme lui. Mais je ne pouvais pas. Non pas parce que je ne le voulais pas, simplement, je ne pouvais pas. Ce n'était pas moi. J'ai essayé, je suis allé à la chasse, j'ai appris à tirer, à traquer le gibier. Mais chaque fois, je sentais que je faisais quelque chose d'étranger, qui ne m'appartenait pas, comme si j'enfilais des vêtements qui n'étaient pas à ma taille. Et qu'as-tu fait? J'ai cessé d'essayer d'être ce que je ne suis pas. J'ai commencé à faire ce qui me plaît, les arcs, les flèches. J'ai compris que je pouvais aider la tribu autrement, non pas en tuant le gibier, mais en créant des armes pour ceux qui le font. C'est important aussi, simplement moins visible. Améla leva les yeux, et il y vit quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Tu n'as pas eu peur? Qu'on te juge, qu'on te traite de faible? » « Si, » admit Thalys, « et on m'a jugé. On me juge encore. Mais la peur du jugement est moindre que la peur de vivre la vie d'un autre. J'ai vu des gens qui ont passé leur vie entière à essayer d'être ce que les autres voulaient qu'ils soient. Ils sont malheureux. Il y a un vide en eux parce qu'ils se sont perdus. » Elle hocha la tête, lentement, pensivement. « Et si ton choix n'est pas important que pour toi? S'il y a quelque chose de plus grand qui en dépend? » Thalys comprit de quoi elle parlait. De la prophétie, du fait que son choix était celui de toute la tribu. « Améla, » dit-il, et sa voix résonna plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Les esprits ne se trompent pas. S'ils te montrent un chemin, c'est que ce chemin est le bon, même s'il n'est pas tel que les autres le voient. » Elle le regarda longuement, sans détourner les yeux. Et dans ce regard, il y avait tant de choses. L'espoir, la peur, une question qu'elle n'osait pas poser à voix haute. « Tu crois aux esprits ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre par la raison, » répondit Thalys.
Je crois aux signes, au fait que le monde nous parle, si nous sommes prêts à écouter. Et je crois que le cœur en sait plus que la tête. Mon cœur dit une chose, dit doucement Améla, et ma tête en dit une autre. Et je ne sais pas qui écouter. Thalys voulait lui dire « Écoute ton cœur, écoute toujours ton cœur ». Voulait lui dire « Je suis là, près de toi, et je serai là, même si tu choisis un autre ». Voulait lui dire « Quand tu es près de moi, le monde devient plus lumineux, et je ne sais pas comment vivre si je perds ces instants. » Mais il ne dit rien, parce qu'il n'en avait pas le droit, parce qu'elle était la fille des esprits, et lui, simplement un artisan. Parce qu'entre eux se dressait un mur fait d'attentes, de prophéties et de traditions. À la place, il prit l'arc inachevé et le lui tendit. « Prends-le, sens le bois. » Il n'est pas encore prêt, mais il est déjà vivant. Tu le sens? Améla prit l'arc dans ses mains, passa ses doigts sur la surface lisse. « Il est chaud, dit-elle avec surprise. Le bois se souvient du soleil, qui le réchauffait quand il poussait. Il se souvient du vent, de la pluie, de la terre. Et quand je travaille avec lui, je ne brise pas, je ne force pas à prendre une forme étrangère. Je l'aide simplement à devenir ce qu'il doit être. Tu comprends? » Elle hocha la tête, tenant toujours l'arc. « Tu ne parles pas du bois, n'est-ce pas ?» Thalys sourit, de ce sourire discret qu'il réservait pour elle seule. Peut-être pas seulement du bois. Ils restèrent assis en silence, et entre eux, il n'y avait pas de mots, mais il y avait autre chose, une compréhension, une proximité qui n'avait pas besoin d'explication. Le soleil montait plus haut, le jour se déployait autour d'eux, mais dans cet instant, sous l'auvent de branches de pin, le temps semblait s'être arrêté. Et puis des cris retentirent. Ils bondirent tous deux en même temps. Les cris venaient du côté nord du camp, là où jouaient les enfants. Les voix étaient pleines de panique, de peur. Thalys saisit l'arc qu'Améla tenait encore dans ses mains, y tendit rapidement la corde. Améla courut vers l'endroit d'où venaient les cris, et lui la suivit. Le tableau qu'ils découvrirent glaça le sang dans leurs veines. À la lisière du camp, près des buissons, se tenait un ours énorme. Un vieux mâle, à en juger par les cicatrices sur son museau et sa fourrure grise. Il grondait, déchirant la terre de ses griffes. Et devant lui, plaqués contre le tronc d'un arbre, se tenaient 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils étaient pâles de terreur, figés. Les femmes criaient, mais personne n'osait s'approcher. L'ours était trop près des enfants. Un seul faux pas, et il attaquerait. Les hommes restés au camp saisissaient des lances, des arcs, mais l'ours se tenait de telle façon que tout tir risquait de toucher les enfants. Et alors, Thalys fit ce qu'il n'avait jamais pensé pouvoir faire un jour. Il s'avança, levant son arc. « Non !» cria Améla en lui saisissant le bras. « Tu n'es pas un chasseur !» Il la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur. « Aujourd'hui, je le deviens. » Et il marcha à la rencontre de l'ours. Il y aura maintenant une rencontre dont il faut parler particulièrement. Dans la mythologie presque de toutes les tribus amérindiennes, l'ours occupe une place spéciale. Ce n'est pas simplement un animal, c'est un enseignant, un guide spirituel, l'incarnation de la force primordiale. Les Lakota l'appelaient « frère sacré ». Pour les Cherokees, l'ours était le gardien de la guérison et des connaissances sur les herbes. Les Ojibwés croyaient que l'ours avait autrefois été un homme qui avait choisi de vivre plus près de la terre, des racines des choses. La rencontre avec l'ours dans la nature sauvage a toujours été une épreuve. Une telle épreuve après laquelle l'homme ne pouvait plus rester le même. Soit tu devenais un guerrier,
tu découvrais la force à travers l'affrontement. Soit un chaman, tu découvrais la force à travers la compréhension. Soit tu périssais, et alors ton histoire devenait un avertissement pour les autres. Les anciens disaient, l'ours ne vient pas par hasard. Il vient à celui qui est prêt à changer, même si la personne elle-même ne le sait pas encore. L'ours est un miroir. Dans le combat avec lui, tu verras qui tu es vraiment. Ce n'est pas celui que tu penses être, ni celui que tu veux sembler être aux autres, mais celui qui reste quand tous les masques sont tombés, quand il n'y a que toi, la bête, et le choix. Fuir ou rester. Thalys s'approche maintenant de ce miroir. Il n'est pas chasseur, il ne s'est pas préparé à une telle rencontre, il n'a pas passé d'initiation pour devenir guerrier. Il est maître, un homme dont les mains sont habituées à créer et non à détruire. Mais derrière lui se trouvent des enfants, et c'est tout ce qui compte. Savez-vous ce qui est le plus terrifiant? À ce moment-là, personne ne sait ce qui va se passer. Ni Thalys, ni Amaïla, ni la tribu qui est figée dans l'horreur. Même moi, racontant cette histoire, je m'arrête ici avec un cœur lourd, car les prochaines secondes décideront de tout. Qui Thalys va devenir? Les enfants survivront-ils? La façon dont la tribu voit le maître silencieux, qui est toujours resté dans l'ombre, changera-t-elle? L'ours attend. La bête sacrée, le maître, l'épreuve. Et Thalys fait un pas en avant. Thalys avançait lentement, tenant son arc prêt. La flèche n'était pas encochée. Il comprenait qu'il n'aurait qu'une seule chance, et cette chance ne devait pas être gâchée. L'ours le surveillait de ses petits yeux mauvais. Le grondement devint plus fort, menaçant. La bête était énorme, vieille, mais pas moins dangereuse pour autant. Bien au contraire, les vieux ours étaient imprévisibles, souvent affamés et prêts aux actes désespérés. Les enfants derrière l'ours ne bougeaient pas. La fillette sanglotait doucement. Les garçons serraient dans leurs mains les bâtons avec lesquels ils jouaient une minute plus tôt. Les bâtons étaient inutiles contre une telle bête, mais ils s'y accrochaient comme à un dernier espoir. « Ne le regardez pas dans les yeux, » dit Thalys à voix basse, sans se retourner. « Mettez-vous à genoux, lentement. » Les enfants obéirent. L'ours passa d'une patte à l'autre. Son attention se porta un instant sur le mouvement. Thalys en profita. Fit encore 2 pas en avant, éloignant la bête des enfants. Derrière lui, il entendait la respiration saccadée d'Amaïla. Elle n'était pas partie. Elle se tenait là où il l'avait laissée, et il sentait sa présence comme on sent la chaleur d'un feu par une nuit froide. « Thalys !» Sa voix était à peine audible, mais la peur y résonnait. « Fais attention. » Il ne répondit pas. Toutes ses pensées se concentraient sur l'ours. Il fallait éloigner la bête encore davantage, donner aux enfants la possibilité de s'enfuir. Mais l'ours n'avait pas l'intention de reculer. Il grondait de plus en plus fort. Le poil de son garrot se hérissa. C'était une bête acculée, peut-être malade, peut-être ayant perdu son territoire au profit d'un mâle plus jeune. De tels ours sont doublement dangereux, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Thalys leva son arc, encocha la flèche. L'ours le vit et grogna si fort que la terre sembla trembler. Puis, le bond. Tout se passa en un instant. L'énorme masse s'élança vers le haut. Les griffes étincelèrent au soleil. Thalys relâcha la corde. La flèche se planta dans l'épaule de l'ours. Pas une blessure mortelle, mais suffisante pour que la bête rugisse de douleur et de rage. Mais l'inertie du bond était trop forte. L'ours s'abattit sur Thalys, le renversa. Le choc fut d'une telle violence que l'air sortit de ses poumons. Ses yeux s'obscurcirent. Thalys sentit les griffes déchirer la peau de sa poitrine. Une douleur aiguë transperçait tout son corps. Il roula sur le côté, esquivant le coup suivant. L'arc tomba de ses mains. L'ours se retourna vers lui à nouveau, mais il était blessé. Ses mouvements devinrent plus lents.
La flèche dépassait de l'épaule de la bête, le sang coulait sur sa fourrure. Et alors retentit un cri, ni d'enfant, ni de femme. Masculin, plein de fureur. Plusieurs chasseurs restés au camp se précipitèrent en avant avec des lances. Ils encerclèrent l'ours, crièrent, agitèrent les bras, créant du bruit. La bête hésita, regarda autour d'elle, et soudain fit demi-tour et s'enfuit, dans les fourrés de buissons, laissant derrière elle une trace sanglante. Les chasseurs ne le poursuivirent pas. Un ours blessé était trop dangereux, et les enfants étaient plus importants. Thalys gisait sur le sol, pressant sa main contre sa poitrine. Le sang suintait entre ses doigts. Sa respiration était hachée. La douleur déferlait par vagues, mais il était vivant. Les enfants étaient vivants. C'était l'essentiel. « Thalys !» Améla tomba à genoux près de lui. Son visage était blanc, les yeux grands ouverts. Ses mains tremblaient quand elle écarta sa paume de la plaie pour regarder. « Ce n'est pas profond », exhala-t-il, bien que la douleur dise le contraire. « Je vais bien. »« Tais-toi !» Sa voix tremblait. « Ne dis pas de bêtises. » Elle arracha son châle, le froissa et le pressa contre la plaie, essayant d'arrêter le sang. Thalys grimaça, mais ne gémit pas. Autour d'eux, une foule s'était rassemblée. Les femmes emportaient les enfants, les emmenaient au loin. Les hommes discutaient de ce qui s'était passé, montrant les traces de l'ours. « Apportez de l'eau !» cria Amaïla. « Et appelez Nima !» Quelqu'un courut exécuter l'ordre. Thalys regardait Amaïla, son visage déformé par l'inquiétude, et comprit soudain qu'il ne l'avait jamais vue ainsi. Toujours elle avait été calme, réservée, comme il sied à une fille des esprits. Mais maintenant, toute sa peur était écrite sur son visage, et cette peur était pour lui. « Amaïla !» l'appela-t-il doucement. Elle ne leva pas les yeux, continuant à presser le tissu contre la plaie. « Ne parle pas. Économise tes forces. »« Les enfants sont vivants ?»« Vivants. Grâce à toi. » Il ferma les yeux. La douleur était forte, mais quelque part à l'intérieur, sous cette douleur, pulsait quelque chose de chaud, semblable à un soulagement. Il avait fait ce qu'il devait faire. Non parce qu'il était chasseur, non parce qu'il voulait la gloire, simplement parce qu'il ne pouvait en être autrement. Nima arriva rapidement, malgré son âge, et s'agenouilla près de Thalys, écarta la main d'Améla de la plaie, examina les blessures. Le visage de la vieille femme resta impassible. « 3 griffures profondes, dit-elle. Il faut laver, traiter avec des herbes. Mais il survivra. Il a eu de la chance que l'ours soit vieux et blessé. Un jeune l'aurait tué d'un seul coup. « Aide-moi à le transporter, » dit Améla, et il y avait de l'inflexibilité dans sa voix. « Dans mon tipi. » Nima regarda sa petite fille d'un long regard, mais ne s'opposa pas. Elle fit signe à plusieurs hommes, et ils soulevèrent Thalys avec précaution, le portèrent à travers le camp. Il ne perdait pas conscience, mais le monde autour de lui flottait, les couleurs se mélangeaient. La douleur tantôt reculait, tantôt déferlait avec une force nouvelle. On le déposa sur des pots dans le tipi d'Améla. Ici, ça sentait les herbes, la fumée et quelque chose d'autre. Une odeur qu'il ne pouvait définir, mais qui était liée à elle. Nima apporta un panier de remèdes, un bol d'eau. Amaïla s'assit à côté, aidant sa grand-mère. La vieille femme lava les plaies avec une décoction d'écorce de saule et de feuilles de plantain, puis appliqua une pommade épaisse sentant le miel et la résine. Thalys serrait les dents, s'efforçant de ne pas montrer sa douleur. Amaïla lui tenait la main, et ses doigts étaient froids et humides. Elle pleurait, mais sans bruit, pour qu'il ne le voie pas. « Ça passera, » dit Nima, en enveloppant la poitrine de Thalys de bandes de cuir souple. « Dans quelques jours, la douleur s'apaisera. Dans une lune,
Il ne restera que des cicatrices. Il est fort. Il survivra. Elle se leva, prit son panier. Amaïla, change les pansements 2 fois par jour. Surveille qu'il n'y ait pas de fièvre. Si la peau autour des plaies rougit, appelle-moi tout de suite. Je resterai près de lui, dit doucement Amaïla. Nima hocha la tête et sortit du tipi, les laissant seuls. Thalys était allongé sur le dos, regardant le dôme de l'habitation. La douleur était sourde, profonde, mais supportable. Il sentait la chaleur du feu dans le foyer, entendait le crépitement du bois, la respiration d'Amaïla près de lui. « Tu n'aurais pas dû m'amener ici, » dit-il enfin. « Les gens vont parler. » Qu'ils parlent. Sa voix était ferme. « Tu as sauvé les enfants. Tu es un héros. » Thalys eut un sourire ironique, mais cela lui causa de la douleur, et il grimaça. « Je ne suis pas un héros, Amaïla. J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. »« Non, » et secoua la tête. « Pas n'importe qui. » Les chasseurs se tenaient là avec leurs lances et n'osaient pas. Ils avaient peur de toucher les enfants, peur de l'ours. Mais toi, tu y es allé, sans hésiter, sans peur. J'avais peur, avoua Thalys. Très peur. Mais la peur n'avait pas d'importance. Les enfants comptaient davantage. Amaïla prit sa main dans ses paumes, la serra. C'est précisément pour cela que tu es un héros. Pas parce que tu n'avais pas peur, mais parce que tu as agi malgré la peur. Ils restèrent silencieux. Derrière les parois du tipi, on entendait des voix. La tribu discutait de ce qui s'était passé. Thalys distinguait des mots isolés. Courage. Ne s'y attendait pas. Maître. À sauver. Qu'est-ce que les esprits t'ont montré aujourd'hui ? Demanda-t-il doucement. Amaïla leva les yeux. Ils étaient humides, mais une nouvelle lumière y brillait. De la détermination peut-être, ou de la compréhension. Ils m'ont montré ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. Un grand chasseur n'est pas celui qui tue le plus, ni celui qui porte le plus de plumes et d'ornements. Un grand chasseur est celui qui protège, qui pense aux autres plus qu'à lui-même, qui est prêt à prendre des risques quand c'est nécessaire. Elle se pencha plus près et ses cheveux tombèrent sur son visage, chatouillant sa peau. Les esprits m'ont montré toi, Thalys. Ils m'ont toujours montré toi. Simplement, j'avais peur de l'admettre. Son cœur se mit à battre plus fort. La douleur recula, se dissolvant dans ce qu'il vit dans ses yeux. Amaïla, ne dis rien. Elle effleura ses lèvres du bout des doigts. Repose-toi. Nous devons encore parler. Mais maintenant, tu dois reprendre des forces. Elle le couvrit d'une chaude peau de bison, glissa une couverture roulée sous sa tête, puis elle s'assit à côté, jambes croisées, et prit dans ses mains le panier d'herbes, commença à trier les tiges, préparant une nouvelle infusion. Thalys la regardait. La courbe de son cou, les mouvements de ses mains, la façon dont la lumière du feu jouait sur son visage. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire que, peut-être, ils avaient un avenir. Pas celui que les autres attendaient d'eux, mais le leur. Il ferma les yeux et sombra dans le sommeil. Il rêva de prairies, infinies et silencieuses, et près de lui marchait-elle, pieds nus, cheveux dénoués, riant. Et quand il se réveillait au milieu de la nuit, à cause de la douleur, la première chose qu'il voyait était son visage, éclairé par le feu mourant. Elle ne dormait pas. Assise près de lui, elle le surveillait, et dans ses yeux, il y avait une telle tendresse qu'il replongeait dans le sommeil, calme, profond, sans peur ni doute. Et au matin,
Quand les premiers rayons du soleil percèrent à travers l'ouverture de fumée au sommet du tipi, il entendit des voix dehors. La tribu se rassemblait. Quelque chose se passait. Amaïla sortit, puis revint, et son visage était troublé. « Kayov et les chasseurs sont revenus, dit-elle. Ils ont entendu parler de l'ours. Kayov veut rassembler un groupe et suivre la piste, tuer la bête. » Thalis tenta de se redresser, mais la douleur transperça sa poitrine, et il gémit. « Ne te lève pas. » Amaïla s'agenouilla près de lui. « Tu es encore faible. »« L'ours est blessé, » dit Thalis. « Il est dangereux. Kayov a raison. Il faut le trouver. »« Kayov a raison, » acquiesça Amaïla. « Mais tu as déjà fait ta part. Le reste, c'est leur affaire. » Elle lui prit à nouveau la main, et il ne discuta pas. Il se permit de rester là, dans la chaleur et la sécurité, près d'elle. Il se permit d'être faible, parce qu'il savait, elle ne se détournerait pas. Et quelque part au fond de lui, il comprit, ce qui s'était passé hier avait tout changé. Pas seulement pour lui, pour eux deux. Thalis passa 3 jours dans le tipi d'Amaïla. 3 jours durant lesquels tout le campement ne parla que de ce qui s'était passé à la lisière du village. L'histoire se chargeait de détails, comme un arbre de nouvelles branches. Certains disaient que l'ours avait la taille de 2 bisons. D'autres juraient que Thalis avait décoché 3 flèches, et non une seule. Les enfants qu'il avait sauvés racontaient à leurs parents comment il était allé à la rencontre de la bête sans peur, comment ses yeux brûlaient de détermination. Thalis écoutait ces histoires qui lui parvenaient de l'extérieur et gardait le silence. Il connaissait la vérité. Il savait comment ses mains tremblaient quand il bandait la corde. Il savait comment son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de jaillir de sa poitrine. Il savait que sa seule pensée avait été « pas les enfants, n'importe quoi, mais pas les enfants ». Mais la tribu avait besoin de héros, et Thalis, sans le vouloir, était devenu l'un d'eux. Amaïla changeait les bandages 2 fois par jour, comme l'avait ordonné Nima. Ses mains étaient douces, assurées. Elle lavait les plaies avec une décoction de plantes, appliquait un onguent frais, enveloppait la poitrine de bandes de cuir propres. Chaque fois que ses doigts touchaient sa peau, Thalis sentait un léger frisson parcourir son corps, non de douleur, mais de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Ils parlaient peu, mais entre eux, il y avait quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Elle lui apportait à manger, du bouillon de cerf, des galettes de farine de maïs, des baies séchées, et s'asseyait près de lui pendant qu'il mangeait, veillant à ce qu'il finisse tout jusqu'au bout. Parfois elle racontait ce qui se passait dans le camp, qui s'était disputé, qui s'était réconcilié, quelles nouvelles les chasseurs avaient rapportées. Kayov et son groupe trouvèrent l'ours le 3e jour. La bête s'était réfugiée dans une grotte du canyon, perdant son sang par la blessure à l'épaule. Il était affaibli, mais encore dangereux. Kayov le tua d'un coup de lance, un seul coup, précis, mortel. Les chasseurs revinrent avec la carcasse, et le soir, la tribu organisa un festin. Thalis entendait les chants, les rires, le battement des tambours. Amaïla aussi était partie à la fête, sa présence était obligatoire en tant que fille des esprits. Mais elle revint tôt, alors que les feux brûlaient encore et que la musique résonnait. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Thalis quand elle entra dans le tipi. « La fête bat son plein. »« Je n'ai pas ma place là-bas, » dit-elle en ôtant sa cape, s'asseyant près de lui sur les peaux. Tout le monde boit, danse, raconte des histoires de chasse. Kayov est au centre de l'attention, comme toujours. Il n'y avait pas de condamnation dans sa voix, seulement de la lassitude. « Il est un héros, » dit Thalis. « Il a tué l'ours qui menaçait la tribu. »« C'est toi qui as blessé l'ours, » rétorqua Amaïla. « C'est toi qui l'as éloigné des enfants. Kayov n'a fait que terminer ce que tu avais commencé. »« Ce n'est pas important. Pour moi, c'est important. » Elle le regarda, et dans ses yeux, il y avait tant de choses,
de la colère, de la tendresse, de la détermination. Thalys tendit la main, toucha sa paume. Elle ne se déroba pas. Elle entrelaça ses doigts aux siens, serra. « Ameila, dit-il doucement, que fais-tu » ? « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais spéciale, que les esprits m'avaient choisi pour devenir gardienne des traditions, que mon élu devait être un grand chasseur, un guerrier, celui qui apporterait la gloire à la tribu. Et j'y croyais. Je m'efforçais d'écouter les signes, de comprendre ce que disaient les esprits. Et se tut, regardant leurs doigts entrelacés. Et puis je t'ai vu, et tout a changé. Les esprits me parlaient différemment, pas fort, pas avec éclat, doucement, comme le murmure du vent dans l'herbe. Mais je ne voulais pas écouter. J'avais peur, parce que tu n'es pas tel que mon élu devrait être selon les autres. Tu ne portes pas de plumes d'aigle. Tu ne racontes pas d'histoire sur tes exploits. Tu n'exiges pas l'attention. Je ne suis qu'un artisan, dit Thalys. Non, et secoua la tête. Tu n'es pas qu'un artisan. Tu es celui qui voit l'essence des choses, qui comprend que la force n'est pas seulement la capacité de tuer, qui crée ce qui sert les gens, qui est prêt à prendre des risques pour les autres sans penser à la gloire. Elle leva sa main, la pressa contre sa joue. Quand je t'ai vu marcher à la rencontre de l'ours, j'ai compris. Les esprits m'ont toujours montré toi. Simplement, je ne voulais pas voir. J'avais peur que si je te choisissais, je trahirais ma destinée, je décevais la tribu. Mais maintenant je sais. Trahir sa destinée, c'est aller contre ce que dicte le cœur. Thalys la regardait, et le monde autour se rétrécit à cet instant. Son visage, éclairé par la lumière du feu mourant, sa main, chaude dans sa paume, sa voix, emplie d'une telle sincérité qu'il devenait difficile de respirer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Ameila, si tu me choisis, les gens parleront. Ils penseront que tu t'es trompé, que la prophétie ne s'est pas accomplie. La prophétie parle d'un grand chasseur qui apportera la force à la tribu, dit Ameila. Mais ne dis pas quelle force ce doit être. Caïov apporte la force par sa lance et son arc. Toi, tu apportes la force par tes mains, ton savoir-faire, ton cœur. N'est-ce pas la même chose ? Thalys voulut protester, dire qu'elle s'inventait des justifications, que la tribu ne pensait pas ainsi. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge quand elle se pencha plus près, et que ses lèvres touchèrent son front. Un contact léger, presque immatériel, mais qui emplit tout son être de chaleur. « Repose-toi, murmura-t-elle. Demain, tu devras te lever, sortir du tipi. Les gens veulent te voir, te remercier d'avoir sauvé les enfants. » Ameila, chut, elle sourit. Tout ira bien. Je le sais. Elle s'allongea à côté, de l'autre côté du foyer, s'enveloppant dans une peau. Thalys regarda longtemps sa silhouette dans la pénombre, écouta sa respiration régulière. Et quand le sommeil vint enfin, il fut léger, empli d'images de prairies et de ciel, et de son sourire, qui réchauffait mieux que n'importe quel feu. Le matin, lorsqu'il sortit du tipi en s'appuyant sur un bâton, tout le campement sembla se figer. Les femmes abandonnèrent leur travail, les hommes se tournèrent vers lui. Les enfants qu'il avait sauvés accoururent les premiers, s'agrippant à ses jambes, jacassant tous en même temps. « Tu as chassé l'ours! Tu es le plus courageux! Quand je serai grand, je serai comme toi !» Thalys leur caressait maladroitement la tête, ne sachant que dire. Puis les parents des enfants s'approchèrent, un homme et deux femmes. Ils s'agenouillèrent devant lui, et ce fut si inattendu
que Thalys recula d'un pas. « Non, ne faites pas ça, murmura-t-il. Relevez-vous, je vous en prie. »« Tu as sauvé nos enfants, dit le père des garçons en se relevant. Nous sommes en dette envers toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu n'as qu'à le dire. » Thalys hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Il se sentait mal à l'aise sous ces regards emplis de gratitude et de respect. Il n'était pas habitué à cela. Habitué à rester dans l'ombre, invisible, artisan discret qui accomplit son travail sans réclamer de reconnaissance. Les anciens s'approchèrent ensuite. 3 hommes aux nattes grises et au visage sillonné de rides. Ils regardaient Thalys d'un air évaluateur, et ils ne parvenaient pas à comprendre ce qui se lisait dans leurs yeux. Approbation ou doute. « Tu as fait preuve de bravoure, » dit l'ancien principal en s'appuyant sur un bâton de cerisier. « C'est bien. La tribu a besoin d'hommes comme toi. »« J'ai simplement fait ce que je devais faire, » répondit Thalys. « Beaucoup disent la même chose, » ricana l'ancien. « Mais peu le font. Tu as gagné le respect. Porte-le avec honneur. » Ils s'en allèrent, et Thalys expira. La blessure sur sa poitrine le lançait, son corps était faible, mais il restait debout, car il savait que s'il montrait de la faiblesse maintenant, toute cette autorité durement gagnée s'effondrerait comme de l'argile sèche. Et alors Caïov s'approcha. Il marchait lentement, avec assurance, et la foule s'écartait devant lui. Sur ses épaules reposait une cape en peau d'ours, celui-là même qu'il avait tué. Les griffes de la bête pendaient à son cou sur un lacet de cuir. Le visage de Caïov était calme, presque amical, mais dans ses yeux, Thalys vit autre chose. Une évaluation, un défi peut-être. « Thalys !» Caïov s'arrêta devant lui, les bras croisés sur la poitrine. « On dit que tu es devenu un héros. »« On dit beaucoup de choses, » répondit prudemment Thalys. « Tout n'est pas digne de foi. » Caïov eut un sourire en coin. « La modestie sied à un homme. Mais j'ai vu les traces moi-même. J'ai vu où l'ours t'a renversé, où tu as roulé sur le sol. J'ai vu le sang, le tien et le sien. C'était du courage. Stupide peut-être, mais du courage. »« Je ne pensais pas au courage, » dit Thalys. « Je pensais aux enfants. » « C'est précisément ce qui fait de toi un héros. » Caïov tendit la main, et Thalys, après une hésitation, la serra. La poignée de main fut ferme, prolongée. « Bienvenue parmi ceux qui protègent la tribu, artisan. Quoique sans doute faudra-t-il désormais t'appeler autrement. » Il lâcha la main de Thalys et se tourna vers la foule. « Que tous sachent, Thalys n'est plus seulement un artisan. C'est un guerrier, quelqu'un qui est prêt à se battre quand il le faut. La tribu peut être fière de lui. » Les gens hochèrent la tête, sourirent. Quelqu'un applaudit. Thalys restait là, ne sachant que ressentir. De la gratitude, de la méfiance. Il voyait comment Caïov le regardait, ouvertement, amicalement, mais quelque part au fond de ce regard se tapissait autre chose. Quelque chose qui disait « Je te vois, je sais ce qu'il y a entre toi et Améla. Et ce n'est pas encore fini. » Caïov fit demi-tour et s'éloigna, et la foule se dispersa progressivement. Thalys resta seul, sentant ses jambes fléchir sous la fatigue. Il voulait retourner au tipi, s'allonger, fermer les yeux et ne penser à rien. Mais alors Améla s'approcha de lui. Elle portait un bol d'eau et des herbes fraîches. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient de quelque chose de chaleureux, d'intime, rien que pour lui. « Viens, » dit-elle doucement. « Tu as besoin de te reposer. » Elle le prit par le bras, l'aidant à marcher, et ils retournèrent ensemble au tipi. À l'intérieur, il faisait frais, silencieux. Améla l'aida à s'allonger, retira le bandage, examina les plaies.
Elle guérissait bien, sans inflammation, la peau autour rosissait, se resserrait. « Bientôt tu pourras reprendre le travail », dit-elle, en appliquant un onguent frais. Encore quelques jours, et les blessures se refermeront. « Et après » demanda Thalys en la regardant. Ameila leva les yeux, et il y vit une détermination qui n'y était pas auparavant. « Après, je ferai mon choix, devant toute la tribu, et tous sauront qui est mon élu. » Le cœur de Thalys s'arrêta. « Ameila, es-tu sûre ? Cayof est un bon chasseur, l'interrompit-elle. Fort, courageux, respecté. Mais il n'est pas mien. Il ne l'a jamais été. Les esprits m'ont montré toi, Thalys, et je n'ai pas l'intention d'aller contre leur volonté. » Elle termina le pansement, s'assit à côté de lui, prit sa main dans les siennes. « Ce ne sera pas facile. Les gens seront surpris. Certains seront mécontents. Mais c'est la bonne voie. Je le sens de tout mon cœur. » Thalys serra sa main, et ils restèrent assis en silence, écoutant le vent bruisser dans l'herbe derrière les parois du tipi, les oiseaux crier au loin, la vie de la tribu suivre son cours. Et dans ce silence, ils savaient tous deux. Bientôt, tout changerait. Et il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Une autre lune s'écoula avant que Nima n'autorise Thalys à reprendre le travail. Les plaies s'étaient refermées, laissant 3 cicatrices parallèles sur sa poitrine, de l'épaule aux côtes. Chaque matin, en enfilant sa chemise, Thalys passait les doigts sur ses marques et se remémorait ce jour. L'ours. Les enfants. Ameila, penchée sur lui, le visage effrayé. Il retourna à son auvent, prit ses outils en main. Le bois était familier, chaleureux, fiable. Le travail l'apaisait, rendait de la clarté à ses pensées. Mais désormais, tout était différent. Les gens qui passaient le saluaient, s'arrêtaient pour parler. Les hommes lui demandaient conseil, non seulement sur les arcs, mais aussi sur d'autres choses. Le temps, la chasse, la vie de la tribu. Les femmes lui souriaient ouvertement, sans baisser les yeux. Les enfants accouraient, lui demandaient de leur montrer comment faire des flèches. Thalys n'était pas habituée à une telle attention. Elle pesait sur ses épaules comme un fardeau trop lourd. Mais il l'acceptait, car il comprenait. Refuser signifierait offenser ceux qui étaient sincèrement reconnaissants. Et puis, il voyait les regards de Cayof. Le chasseur ne disait rien directement, mais ses yeux, quand il croisait ceux de Thalys, étaient emplis de questions informulées. Cayof savait. Tous savaient. Ameila passait trop de temps près de l'auvent de l'artisan. Elle lui apportait de la nourriture, s'asseyait à côté de lui, parlait doucement, familièrement. Et bien qu'ils ne se touchent pas en public, n'échangent pas de tendresse, la proximité même entre eux était évidente, comme la fumée d'un feu. Les anciens convoquèrent un conseil 3 jours après que Thalys eut repris le travail. Ameila fut invitée avec Nima. Thalys, non. Mais ils savaient de quoi ils allaient parler. Ameila le lui raconta le soir, alors qu'ils étaient assis près de la rivière, sur le même rocher où elle avait autrefois vu le cygne, les cercles entrelacés sur l'eau. « Ils ont demandé si j'avais fait mon choix, » dit-elle en regardant le courant. « Ils ont dit que la tribu attendait, qu'il était temps d'annoncer le nom de mon élu. » « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que le choix était fait, et que je prononcerais son nom lors de la cérémonie de la pleine lune, devant toute la tribu, comme il se doit. » Thalys garda le silence. La pleine lune serait dans 5 jours. 5 jours pour se préparer à ce qui changerait leur vie à jamais. « Ont-ils essayé de savoir qui tu avais choisi ?» demanda-t-il. Ameila hocha la tête. L'ancien Tava a dit que tous s'attendaient à entendre le nom de Cayof, que ce serait juste, digne des traditions.
que Caïophe est un grand chasseur qui a apporté beaucoup de gloire à la tribu. Il a raison. Non, et se tourna vers lui, et dans ses yeux brûlait la détermination. Il a raison seulement sur le fait que Caïophe est un grand chasseur, mais la prophétie ne dit pas que je dois choisir le guerrier le plus célèbre. Elle parle de celui qui apportera la force à la tribu. Et la force peut revêtir différentes formes. Thalys prit sa main, entrelaça ses doigts aux siens. « Améla, si tu prononces mon nom, ce sera difficile. Les gens ne comprendront pas. Ils diront que tu t'es trompé, que les esprits t'ont trompé. Ils diront que je ne suis pas digne. Qu'ils le disent. » Elle serra sa main plus fort. « Les esprits ne trompent pas, et je ne me trompe pas. Tu as sauvé les enfants en risquant ta vie. Tu crées des armes qui servent les chasseurs. Tu es fort, Thalys. Simplement ta force est différente. Pas criarde, n'exigeant pas l'admiration. Profonde, fiable. Le genre sur lequel on peut bâtir une vie. » Ils restèrent assis en silence, écoutant l'eau murmurer quelque chose dans sa langue, le vent se promener dans les hautes herbes de l'autre rive. Le soleil déclinait vers l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Quelque part au loin, un oiseau criait, un cri long, plaintif, empli de solitude. « J'ai peur », avoua doucement Thalys. « Pas pour moi, pour toi. Tu es la fille des esprits, la gardienne des traditions. Si la tribu décide que tu t'es trompé, ils pourraient se détourner de toi. » « Alors ils se détourneront, » dit calmement Améla. « Mais je ne peux pas vivre la vie d'un autre. Je ne peux pas choisir celui que les autres veulent voir, si mon cœur dit autre chose. Ce serait une trahison, non seulement de moi-même, mais aussi des esprits qui m'ont montré le chemin. » Elle posa sa tête sur son épaule, et Thalys l'enlaça, prudemment, craignant de faire mal à des blessures pas encore complètement guéries. Ils restèrent ainsi, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les premières étoiles s'allument. Les 5 jours passèrent vite, comme le vent dans les prairies. Thalys travaillait, fabriquait un nouvel arc, le meilleur de tous ceux qu'il avait jamais créés. Il choisit du frêne, solide et flexible, séché pendant 3 hivers. Il rabotait le bois lentement, pensivement, mettant dans chaque mouvement tout son savoir-faire. Il orna la poignée d'une gravure, un motif de lignes entrelacées, symbolisant le lien entre le ciel et la terre, entre les esprits et les hommes. Améla venait chaque jour. Parfois il parlait, parfois il se taisait simplement, trouvant la paix dans la présence l'un de l'autre. Elle lui racontait les signes qu'elle avait vus, une plume d'aigle tombée à ses pieds alors qu'elle marchait sur le sentier, un double arc-en-ciel après la pluie, une trace de loup près de son tipi, bien que les loups ne s'approchent habituellement pas si près du camp. « Les esprits disent que le chemin est juste, » dit-elle. « Tous les signes l'indiquent. » Thalys la croyait. Voulait la croire. Mais la peur vivait quand même, quelque part à l'intérieur, froide et lourde, comme une pierre. Le jour de la pleine lune arriva. La tribu se rassembla sur la clairière près du grand feu. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous vinrent. C'était une cérémonie qu'on attendait, dont on parlait à voix basse depuis plusieurs lunes. Améla se tenait au centre du cercle, dans une robe blanche de peau de cerf souple, brodée de perles et de coquillages. Les cheveux dénoués, ornés de plumes et de fleurs, au cou, un collier de turquoise transmis par sa grand-mère. Le visage calme, mais Thalys voyait ses mains trembler légèrement. Nima se tenait à côté, appuyée sur son bâton. Les anciens étaient assis aux places d'honneur, leur visage grave, impénétrable. Caïophe se tenait en face, entouré d'autres chasseurs.
Il observait Améla attentivement, dans l'expectative. Thalys se tenait au bord du cercle, dans l'ombre. Personne ne lui prêtait attention. Tous regardaient Améla. L'ancien Tava se leva, s'appuyant sur son bâton de cerisier. Sa voix retentit avec force, emplissant l'espace. « Améla, fille des esprits, gardienne des traditions, tu te tiens devant la tribu pour nommer celui que ton cœur a choisi et que les esprits ont désigné. Ce choix est sacré. Il unit non seulement deux êtres, mais aussi le destin de toute la tribu. Nomme ton élu. » Le silence. Même le vent s'était figé, comme si la nature retenait son souffle. Améla leva la tête. Sa voix résonna clairement, sans trembler. « Je nommerai son nom. Mais d'abord, je veux dire quelque chose. » L'ancien acquiesça, l'autorisant à parler. « Toute ma vie, on m'a dit que j'étais spécial, que les esprits m'avaient choisi pour voir les signes, lire l'avenir, préserver les traditions. Et j'y ai cru, j'y crois encore. Mais j'ai aussi compris que les esprits ne parlent pas comme nous avons l'habitude de le penser. » Elle parcourut l'assemblée du regard. « La prophétie dit que mon élu apportera à la tribu une grande force. Et beaucoup ont pensé que ce serait la force de la lance et de l'arc, la force au combat et à la chasse. Mais les esprits m'ont montré autre chose. La force peut revêtir différentes formes. Il y a la force qui tue les ennemis, et il y a la force qui protège les faibles. Il y a la force qui exige l'admiration, et il y a la force qui sert en silence, sans mots retentissants. » Caïov fronça les sourcils. Les anciens échangèrent des regards. Quand l'ours a attaqué notre tribu, menaçant les enfants, qui s'est avancé le premier? Pas les chasseurs avec leurs lances, pas les guerriers avec leurs arcs. L'artisan, celui que beaucoup appelaient doux, faible, indigne d'attention. Il s'est avancé sans penser à la gloire, sans penser à lui-même, pensant seulement que les enfants devaient vivre. Sa voix se raffermit, se remplit de force. Les esprits me l'ont montré. Ils m'ont montré que la véritable force ne réside pas dans le nombre de gibier que tu as tué ou le nombre de plumes que tu portes dans tes cheveux. La véritable force réside dans ce que tu es prêt à faire pour les autres, dans ce que tu crées de tes mains, dans ce que tu es au fond de toi quand personne ne regarde. Elle marqua une pause, puis prononça fermement, distinctement. « Mon élu est Thalys, l'artisan qui fabrique les arcs, le guerrier qui a sauvé les enfants, l'homme que les esprits m'ont désigné. » Une explosion de chuchotements, d'exclamations. La tribu bruissa comme une ruche dérangée. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres la secouaient avec perplexité. Caïov se tenait immobile, son visage de pierre. Thalys s'avança, sortant de l'ombre vers la lumière du feu. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de jaillir. Il traversa le cercle, et tous le regardaient, les uns avec surprise, les autres avec respect, d'autres encore avec un mécontentement manifeste. Il s'arrêta devant Améla. Elle lui tendit la main, et il la prit, entrelaçant ses doigts aux siens. « J'accepte, » dit-il en la regardant dans les yeux, « et je promets de servir la tribu de toutes mes forces. Peut-être pas comme les autres, mais honnêtement, fidèlement, tant que mon cœur battra. » L'ancien Tava se leva. Son visage était grave, mais non courroucé. « Améla a fait son choix. C'est son droit, accordé par les esprits. Nous l'accepterons. » Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Caïov s'avança. « Je veux parler !» Sa voix retentit haut et fort, avec autorité. Tava acquiesça.
Caïov regarda Thalys, puis Améla. Sur son visage, il n'y avait ni colère ni jalousie, seulement le calme. Je pensais que je serais l'élu d'Améla. Je pensais que les esprits me désigneraient. Et pour être honnête, j'en étais certain. Il marqua une pause. Mais les esprits sont plus sages que nous. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Et si Améla dit que les esprits lui ont montré Thalys, alors c'est ainsi. J'ai vu son courage. J'ai vu comment il a risqué sa vie pour les enfants. Cela mérite le respect. Il tendit la main à Thalys. J'accepte ce choix. Et je vous souhaite le bonheur. Thalys lui serra la main, sentant un poids se lever de son cœur. Caïov était honnête, fier, mais honnête. Et alors, Nima leva la main, pointant vers le ciel. « Regardez !» Tous levèrent la tête. Au-dessus de la clairière, dans le ciel nocturne, brillait la pleine lune, éclatante, immense. Et autour d'elle, tel un diadème, luisait un halo irisé, un signe que les anciens appelaient la bénédiction des esprits. Les gens poussèrent un cri de stupeur. « Arrêtez-vous! Regardez le ciel avec eux. Ce que voit la tribu s'appelle un halo lunaire. La lumière de la lune se réfracte dans des cristaux de glace hauts dans les nuages, créant un anneau arc-en-ciel. Physique, optique, rien de mystique. Cela se produit assez souvent lors de nuits froides et claires. Mais voici la question. Qu'est-ce qui fait d'un phénomène un signe ? Les peuples autochtones des Amériques n'ont pas nié la nature des choses. Ils savaient que la pluie vient des nuages, que le soleil se lève à l'est, que la rivière coule des montagnes vers les plaines. Mais ils comprenaient aussi, le monde nous parle non pas par l'annulation des lois de la nature, mais par leur coïncidence avec nos moments de choix. Un signe n'est pas un miracle. Un signe est la rencontre d'un phénomène et d'un homme au bon moment. Le halo lunaire aurait pu apparaître hier, lorsque la tribu dormait. Il aurait pu apparaître demain, lorsque tout le monde serait parti. Mais il est apparu maintenant, au moment où Amaïla prononce le nom de Thalissa. Quand la tribu hésite entre tradition et nouvelle compréhension. Quand une réponse est nécessaire. Nous, les hommes modernes, appelons cela une coïncidence. Il nous est confortable de croire que le monde est aveugle à nos besoins, que les phénomènes naturels sont aléatoires et indifférents. Mais que se passerait-il si coïncidence et signe n'étaient que deux noms pour une même chose ? Que se passerait-il si le sens naissait non pas dans l'objet, mais dans notre disposition à le voir ? Le halo lunaire existe indépendamment d'Amaïla, mais il devient un signe au moment où ils sont prêts à l'accepter. La tribu s'émerveille non pas parce que la physique a été annulée, mais parce que la nature a répondu à la question au moment idéal. Peut-être avons-nous perdu non pas la magie, nous avons perdu notre attention au moment où le monde répond. Cela arrivait rarement, une fois tous les quelques hivers. Et que cela se produise précisément maintenant, au moment du choix, était un signe qu'on ne pouvait ignorer. « Les esprits approuvent », dit Nima, et sa voix résonnait de joie. « Ils montrent que le chemin est juste. » La tribu se remit à bruire, mais cette fois les voix étaient différentes, étonnées, émerveillées. Les anciens se levèrent, inclinèrent la tête devant Amaïla et Thalys. « Qu'il en soit ainsi, » dit Tava. « Les esprits ont donné un signe. Le choix est accepté et béni. » Amaïla se tourna vers Thalys, et dans ses yeux brillaient des larmes, non de tristesse, mais de bonheur. Il l'enlaça, la serra contre lui, et elle cacha son visage contre sa poitrine, tremblant sous le flot des émotions qui la submergeaient. Et la tribu autour d'eux se mit à chanter, une vieille chanson sur l'amour,
sur le destin, sur la façon dont les esprits guident les hommes sur le bon chemin, même quand ce chemin semble étrange et incompréhensible. Et Thalys, tenant Ameila dans ses bras, contemplant l'anneau irisé autour de la lune, crut enfin, ils avaient fait le bon choix. Et quoi que l'avenir leur réserve, ils parcouraient ce chemin ensemble. Les premiers jours après la cérémonie furent étranges. Thalys se réveillait dans le tipi d'Ameila, à côté d'elle, et chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il ne pouvait croire que c'était la réalité et non un rêve. Elle était allongée, recroquevillée sous la chaude peau de bison, les cheveux éparpillés sur l'oreiller d'herbe douce, la respiration régulière, paisible. Le soleil matinal perçait à travers l'ouverture pour la fumée, dessinant des bandes dorées sur les parois du tipi, et dans ces bandes dansait une fine poussière, semblable à une traînée d'étoiles. Thalys ne se pressait pas de se lever. Il restait allongé, la regardait, et pensait à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Il y a peu encore, il n'était qu'un artisan, silencieux, discret, vivant dans l'ombre. Et maintenant, l'élu de la fille des esprits, celui que les cieux avaient béni. Ameila ouvrit les yeux, comme si elle avait senti son regard. Elle sourit, d'un sourire ensommeillé, tendre. « Tu es réveillé depuis longtemps ?» Sa voix était rauque de sommeil. « Depuis peu, » mentit-il. Elle s'étira comme une chatte et s'assit, jetant sur ses épaules une légère cape. Ses cheveux étaient emmêlés. Sur sa joue restait la marque d'un pli de la peau. Thalys avait envie de toucher cette marque, de passer son doigt sur sa peau, mais il se retint. Entre eux subsistait encore une certaine timidité, une incertitude. Ils apprenaient seulement à être ensemble, s'habituaient à la proximité. « Aujourd'hui, je dois aider grand-mère à cueillir des herbes sur les collines du nord, » dit Ameila, en tressant ses cheveux. « Tu veux venir avec nous ?»« Je dois finir l'arc pour Caïov, » répondit Thalys. « J'ai promis qu'il serait prêt dans 3 jours. 2 sont déjà passés. » Elle hocha la tête, ajustant les coquillages dans ses cheveux. « Caïov vient souvent te voir ?»« Tous les jours. Il regarde comment avancent les travails. Parfois il s'assoit simplement à côté, en silence. » Ameila se tourna vers lui, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Il ne dit rien de mauvais ?» Thalys secoua la tête. « Non. Caïov est un homme étrange. Je pensais qu'il serait en colère, vexé, mais il a simplement accepté. Comme si cela devait être ainsi. Hier, il a même dit que les arcs que je fais pour lui ont toujours été les meilleurs, que personne d'autre ne peut sentir le bois comme moi. »« Caïov est un guerrier, » dit Ameila, « mais ce n'est pas un imbécile. Il comprend que la force peut être différente, et il respecte le savoir-faire. » Ils déjeunèrent ensemble, des galettes de farine de maïs et de la viande séchée, arrosée d'une infusion d'herbes que Nima avait laissée la veille. Puis Ameila partit rejoindre sa grand-mère, et Thalys se dirigea vers son auvent. Le campement était déjà réveillé. Les femmes allumaient les feux, préparaient la nourriture. Les hommes aiguisaient leurs couteaux, réparaient leur équipement. Les enfants couraient entre les tipis, jouant aux chasseurs et aux bisons. Quand Thalys passait, les gens lui faisaient un signe de tête, le saluaient. Certains s'arrêtaient pour demander comment il allait, comment étaient ses blessures, si Ameila était heureuse. L'acceptation n'était pas venue immédiatement. Les premiers jours après la cérémonie, la tribu avait été divisée. Les uns disaient qu'Ameila avait raison, que les esprits avaient donné un signe. Les autres chuchotaient qu'elle s'était trompée, qu'un artisan ne pouvait être un véritable élu. Mais l'anneau irisé autour de la lune, apparu au moment du choix, était un signe trop évident pour être ignoré. Et progressivement, même les plus sceptiques commencèrent à accepter. Thalys s'assit sous l'auvent, prit dans ses mains l'arc inachevé de Caïov. Le bois était chaud sous ses doigts, lisse.
Il travaillait lentement, avec concentration, mettant dans chaque geste tout son savoir-faire. Ce n'était pas simplement un arc, c'était un cadeau, un signe de respect entre deux hommes qui auraient pu devenir ennemis, mais avaient choisi un autre chemin. Beau travail! Thalys leva les yeux. Kayov se tenait au bord de l'auvent, les bras croisés sur la poitrine. Il portait des vêtements de chasse en peau de cerf, les cheveux tressés en une natte serrée. Dans les mains, le vieil arc, celui-là même que Thalys avait fait pour lui 3 hivers auparavant. « Celui-ci a déjà fait son temps ?» demanda Thalys en désignant le vieil arc d'un signe de tête. « Presque », dit Kayov en s'asseyant dans l'herbe près de l'abri, posant son arc sur ses genoux. La corde s'est distendue, le bois a perdu son élasticité. Mais il était bon. Il m'a aidé à tuer beaucoup de gibier. Thalys hocha la tête, continuant son travail. Le nouveau sera meilleur. J'ai choisi un bois plus résistant, séché plus longtemps. Une corde en tendon de bison, la plus solide que j'ai. Ils restèrent silencieux un moment. Kayov regardait les mains de Thalys bouger, le couteau glisser sur le bois, enlevant de fines couches. « Tu l'aimes » dit soudain Kayov. Ce n'était pas une question. Thalys se figea, puis hocha lentement la tête. « Oui. Depuis longtemps ? Depuis la première fois que je l'ai vue. Elle est venue à mon abri, demandant que je fasse des flèches pour ses frères. C'était il y a 3 hivers. Elle m'a regardé et j'ai simplement su. » Kayov eut un sourire en coin. Moi aussi je savais. Je pensais qu'elle était à moi. Tout le monde le pensait. J'étais certain que quand le moment viendrait, elle me choisirait. Et puis, j'ai vu comment elle te regardait. Et j'ai compris que je me trompais. Thalys posa son couteau, regarda Kayov. « Tu n'es pas en colère ?» « Je l'étais, » admit honnêtement le chasseur. Les premiers jours après la cérémonie, j'étais furieux. Je pensais que c'était injuste, que je la méritais davantage, que j'avais apporté plus de gloire à la tribu, tué plus de gibier, combattu des ennemis. Et puis je me suis dit, mais que sais-je d'elle? Que sais-je de la vie qu'elle veut mener? Il souleva le vieux arc, passa sa main sur la surface lisse. Toi, tu sais, parce que tu la vois. Pas la fille des esprits, pas la gardienne des traditions, simplement elle, Amela. Moi, je ne voyais que ce que je voulais voir, une belle fille, digne d'un grand chasseur. Kayov se leva, tendit la main à Thalys. Prends soin d'elle. Elle ne t'a pas choisi parce que tu es plus faible ou plus fort que moi. Elle t'a choisi parce que tu es toi. Et si les esprits t'ont désigné, c'est que tu es exactement celui dont elle a besoin. Thalys lui serra la main, et dans cette poignée de main, il n'y avait pas de rivalité, mais un respect mutuel. Merci, dit-il doucement. Kayov hocha la tête et s'en alla, laissant Thalys seul avec ses pensées et son travail. Quelques jours passèrent encore. Thalys termina l'arc pour Kayov, le lui remit lors d'une cérémonie devant toute la tribu. Kayov l'accepta avec gratitude, l'essaya immédiatement. Il décocha 3 flèches vers une cible à 50 pas. Les 3 atteignirent exactement le centre. La tribu murmura son approbation, et Thalys ressentit de la fierté. Non pour lui-même, mais pour son savoir-faire, pour avoir créé une arme digne d'un grand chasseur. Et il commença aussi à faire quelque chose de spécial. La nuit, quand Amela dormait, il prenait un morceau de bois tendre et en sculptait une petite figurine. C'était elle, de profil, les cheveux dénoués, dans une robe simple. Il travaillait lentement, mettant dans chaque détail tout son amour, tout son talent. Il voulait que cette figurine préserve son image telle qu'il la voyait dans les meilleurs moments.
calme, heureuse, vivante. Quand la figurine fut prête, il l'offrit à Amaïla un matin, alors qu'ils étaient assis près de la rivière, sur leur rocher préféré. Elle prit la figurine dans ses mains, l'examina attentivement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Thalys, c'est magnifique. Tu y as mis tant de moi. Je voulais que tu saches comment je te vois, dit-il. Pas comme la fille des esprits, pas comme la gardienne des traditions. Simplement, Amaïla, celle que j'aime. » Elle pressa la figurine contre sa poitrine, puis se tourna vers lui, l'enlaça. Ils restèrent ainsi, enlacés, écoutant la rivière couler, le vent bruire dans l'herbe, les oiseaux crier au loin. « Tu sais, dit doucement Amaïla, grand-mère m'a dit hier qu'elle voit un nouveau signe. Elle a vu en rêve 2 loups courant côte à côte à travers les prairies. Ils étaient différents, l'un grand et fort, l'autre plus petit, mais plus rapide. Mais ils couraient ensemble, comme un seul être. Et elle a dit que c'était nous deux. Que les esprits montrent que nous nous complétons, qu'ensemble, nous sommes plus forts que séparément. » Thalys l'embrassa sur le sommet de la tête, respira l'odeur de ses cheveux, l'herbe, la fumée, quelque chose de sucré, de fleuri. « Ta grand-mère est une femme sage. Elle dit que bientôt nous devrons faire un choix, rester avec la tribu ou partir, commencer notre propre chemin. Beaucoup de jeunes couples font ainsi. Ils partent pour un temps, vivent séparément, construisent leur maison, leur vie, et puis ils reviennent, quand ils sont prêts. Parlons des loups, de pourquoi Nima les a vus. Dans la mythologie des Amérindiens, le loup est un enseignant de l'un des équilibres de vie les plus complexes. Le loup est à la fois indépendant et fidèle à sa meute. Il peut chasser seul, mais choisit la famille. Il est fort par lui-même, mais devient plus fort avec les autres. Les Lakota appelaient le loup Shung Manetu, chien divin, gardien des liens familiaux. Les Navajos croyaient que le loup avait appris aux gens la fidélité, non pas une soumission aveugle, mais un choix conscient de rester proche. Les Cherokees racontaient la légende de 2 loups vivant dans le cœur de chaque personne. L'un incarne la colère et la peur, l'autre, l'amour et le courage. Celui que tu nourris l'emporte. Les animaux totems n'étaient pas seulement des symboles. C'était un système de connaissance de la nature humaine à travers l'observation de la nature. Les chamans ont étudié pendant des milliers d'années comment vivent les loups, les ours, les aigles, et trouvaient dans leur comportement un reflet des voies humaines. Le loup enseignait l'équilibre entre je et nous. L'ours, la force et la solitude. L'aigle, la capacité de voir le tout sans perdre les détails. La psychologie moderne révèle les mêmes vérités. Elle les appelle simplement des archétypes, des modèles d'attachement, un équilibre entre autonomie et proximité. Jung a écrit sur l'inconscient collectif, Bowlby sur la théorie de l'attachement. Ils décrivent dans un langage scientifique ce que le loup expliquait par son simple existence. Nima voit 2 loups courant ensemble, différents mais unis. Ce n'est pas juste une belle métaphore, c'est un diagnostic et une bénédiction en même temps. Amaïla et Thalys peuvent être eux-mêmes et être ensemble, sans se dissoudre l'un dans l'autre, mais sans perdre le lien. « Tu veux partir ?» demanda Thalys. Amaïla réfléchit. « Je ne sais pas, j'aime cet endroit. La tribu, c'est ma famille. Mais parfois je pense qu'il serait bon de vivre seulement tous les deux, sans regards étrangers, sans attente, juste toi et moi, et la nature autour. »« Alors partons, » dit Thalys avec détermination. « Nous trouverons un bon endroit. Nous construirons un tipi. Je fabriquerai des arcs. Toi, tu cueilleras des herbes, tu liras les signes. Et quand le moment viendra,
nous reviendrons. Elle sourit, et ce sourire était si plein de bonheur que Thalys sentit tout déborder de chaleur en lui. Ils partirent au bout de 2 lunes. Ils firent leurs adieux à la tribu, n'emportant que le strict nécessaire, des pots, des outils, un peu de nourriture. Nima les bénit, posant ses mains sur leur tête à tous deux. « Allez, dit-elle, trouvez votre chemin, et quand vous reviendrez, vous serez plus sages et plus forts. » Ils partirent à l'aube, quand la brume s'étendait encore sur la terre et que le soleil commençait tout juste à se lever à l'horizon. Ils marchèrent à travers les prairies, le long des rivières et des canyons, à travers les forêts et les lacs. Ils cherchaient un lieu où les esprits leur indiqueraient de s'arrêter. Ils le trouvèrent au bout de 5 jours de marche. Une vallée entre 2 collines, protégée du vent. Une rivière coulait à proximité, claire et rapide. Les arbres poussaient drus, offrant ombre et bois. Les herbes étaient hautes, pleines de vie. Et lorsqu'ils entrèrent dans cette vallée, tous deux sentirent en même temps « ici ». Thalys construisit le tipi de ses propres mains. Amaïla l'aidait, elle tenait les perches pendant qu'il les attachait, tendait les pots sur l'armature. Ils travaillaient ensemble, lentement, avec réflexion. Et dans ce travail, il y avait une proximité particulière, une compréhension sans mots. Quand le tipi fut prêt, ils s'assirent près du feu devant l'entrée, regardant le coucher du soleil. Le ciel était rose, orange, violet. Les couleurs changeaient lentement, se fondant les unes dans les autres comme de l'eau. Au loin, on entendait le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure de la rivière. « C'est bien ici, » dit Amaïla en posant sa tête sur son épaule. « Oui, acquiesça Thalys. C'est bien ici. » Ils se turent, et dans ce silence, il y avait tout. L'amour, la paix, la confiance en l'avenir. Ils savaient que des difficultés les attendaient, que la vie à deux dans la nature sauvage n'était pas simple. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils viendraient à bout de n'importe quoi. Et au-dessus d'eux, dans le ciel qui s'assombrissait, les étoiles s'allumaient, l'une après l'autre, comme de petites flammes d'espoir. Et quelque part dans les hauteurs passa un oiseau, poussant un cri long et prolongé, plein de liberté. Thalys serra Amaïla plus fort, et elle se blottit contre lui, sentant la chaleur de son corps, les battements de son cœur. Et tous deux savaient, ce n'était qu'un commencement. De leur histoire, de leur chemin, de leur vie ensemble. Une histoire qu'un jour, on raconterait autour des feux, transmise de génération en génération. L'histoire d'une jeune fille qui entendait les esprits, et d'un artisan qui s'avéra plus fort qu'il n'y paraissait. D'un amour qui triompha des attentes, d'un choix qui changea tout. Le feu crépitait, les étincelles s'envolaient vers les étoiles. Le vieil homme qui racontait l'histoire se tut, regardant le feu. Autour de lui étaient assis des enfants, des adultes, des vieillards. Tous écoutaient, le souffle suspendu. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda l'un des garçons. « Sont-ils retournés à la tribu ?» Le vieil homme sourit. Les rides se creusèrent sur son visage. « Ils sont revenus, au bout d'1 an. Ils ont ramené leur fils avec eux. » Et ensuite, Thalys devint non seulement un artisan, mais un maître. Il enseignait aux jeunes comment fabriquer des arcs, comment écouter le bois, comment mettre son âme dans le travail. Et Amaïla devint celle qui préservait les traditions, qui enseignait à voir les signes, à comprendre les esprits. Et leur histoire devint une légende. Cette même légende que je vous raconte aujourd'hui. Il se leva, s'appuyant sur son bâton. Souvenez-vous, la force prend différentes formes. Et parfois les plus grands héros ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui font simplement ce qu'ils doivent faire, avec amour, avec honneur,
avec la foi que le bon chemin n'est pas toujours le plus facile, mais toujours le plus juste. Et sous le crépitement du feu, sous le murmure du vent dans l'herbe, sous le ciel étoilé infini, l'histoire d'Améla et de Thalys continuait de vivre, dans les cœurs de ceux qui écoutaient, dans la mémoire de la tribu, dans l'éternité des prairies.